Salut à tous, c'est Matt CD. Salut, c'est Samo, de nouveau avec vous. Voilà, donc rapport de bataille numéro 3. Mes royaumes ogres étaient alliés aux Wood Elves de Samo. Et on jouait contre des hommes lézards et des Skaven pour le tournoi Bluesbrooder au format 2 x 1000 points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on avait en face? Alors, la liste Skaven, il avait un général, donc c'était un technomage niveau 2 avec condensateur d'énergie et résistance à la magie 2. Donc, pour rappel, le condensateur, ça donne plus de touches quand on lance le sort Malfoudre, donc un des 6 touches de force 5 plus 2. Donc, c'est pas mal. Ensuite, il avait un chef de guerre avec donc grande bannière et bouclier enchanté. 29 vermines de choc, étendard major complet, lance-flamme, étendard discipline. 2 x 30 esclaves. 6 coureurs d'égout avec empoisonné et les frondes. Et une abomination de la Malfosse. La liste homme lézard, comme général, un vétéran Saurus avec bouclier, armure légère, œuf de Kango et un autre item que je me rappelais pas. Ensuite, un deuxième Saurus avec bouclier, armure légère, épée de puissance. Un pack de 23 guerriers Saurus avec étendard musicien champion. Un Bastilladon avec la machine solaire. 2 nuées de la jungle et un Stégadon ancestral avec les cornes affûtées. Donc, petite analyse déjà du match-up et des listes. Quand on a vu cette liste-là, on a tout de suite compris avec Tom que les deux grosses menaces, c'était gérer l'abomination et le Stégadon. Voilà, les deux gros monstres de la liste adverse qui allaient nous poser un problème. Tout à fait. Il fallait aussi bien préparer ce cas contre les Saurus et les deux persos. Donc là, il y avait les deux vétérans qui allaient dans ce pack de Saurus. Donc il s'agissait de bien préparer ce corps à corps parce que si on engage mal et pas en combo charge, ça pouvait être difficile. Je pense qu'on n'avait pas forcément quelque chose qui était capable d'aller de face tout seul contre ce pack-là. C'est des packs qui tiennent bien, c'est des packs avec du 4 partout. Pour des elfes, c'est impossible à prendre seul. Mélanger le punch des Kurnous avec l'endurance des ogres pouvait amener un gros plus sur ce pack. Tout à fait. En termes de mouvement, on pense qu'on avait vraiment un net avantage parce que les trucs les plus mobiles chez eux, c'était labo, qui est des fois compliqué à gérer, les coureurs d'égout, et puis sur l'autre côté, c'était éventuellement le Bastilladon, mais en principe, c'est pas mal de packs, peu de mobilité, donc tes Wild Riders, c'est 9 de mouvement, cave légère, c'est ça. Tu peux aller super vite, quoi. Ça. Et puis enfin, un net avantage à l'art direction, c'est clair, en magie aussi, parce qu'on a un niveau 4 de la mort, ils ont le niveau 2, un seul niveau 2, c'est entre guillemets, ça nous fait un petit peu moins peur, et on peut essayer de le sniper relativement vite pour avoir la mainmise totale sur cette phase de magie. Avant la bataille, petite information, donc le scénario c'était la ligne de bataille. Au niveau de la magie, les Skaven avaient Malfoudre et Frénésie mortelle. Donc Frénésie mortelle, pour rappel, ça fait plus 2 attaques. C'est comme une frénésie, mais avec plus 2 attaques à la place de une. Par contre, en échange, à la fin de chaque tour, le joueur Skaven perd dans l'unité sur laquelle il a lancé ce sort un des 6 figurines. La magie Wood Elves, alors tu avais... Buveur d'esprit, caresse de la Nif, Fatalitas et Soleil violet. Voilà. Donc... le gros plus pour nous, c'est vraiment le buveur et puis les caresses avec le Fatalitas. Pouvoir utiliser ça pour sniper ses persos dans des gros packs. Tout à fait. Et puis le soleil, on était aussi tombé dessus, on s'est dit qu'on allait le garder. Éventuellement, si on est emprunté contre les hommes lézards, ça n'a pas une grosse init, ça peut être pas mal de lancer ça sur le pack de Saurus pour régler ce problème. Le terrain, alors petite analyse du terrain, on avait en fait les deux forêts du centre plutôt sur le haut qui étaient posées à la base et tu as décidé de mettre ta forêt. Voilà, donc la table était assez atypique avec 2 infrans et deux collines, au centre 2 forêts déjà offertes. Donc pour moi c'est clair que c'était super intéressant de mettre la forêt Elfe Sylvain en raccord avec les 2 autres, ce qui donnait une grosse zone de déploiement pour mon magicien qui a des bonus de magie de plus 1 quand il est à l'intérieur. Plus tous les bonus Elfe Sylvain habituels. Donc voilà, une table vraiment à notre avantage pour ce début. Tout à fait, et je rajouterai encore que si vous remarquez, sur le centre de la table, il n'y a absolument aucun infranchissable, aucune ruine. Donc ça permet vraiment d'aller droit devant avec nos unités de CAC. Au tir aussi. Et oui, au tir aussi, il n'y a pas de couvert. Une fois qu'il est dans sa forêt avec ses archers, t'es tout confort, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà pour le terrain. On passe au déploiement. Alors, d'abord le déploiement ennemi. Donc, de droite à gauche, on avait l'abomination de la Malfosse. Un premier pack d'esclaves. L'unité de vermine de choc qui contenait l'AGB ainsi que le général des Skaven. Un deuxième pack d'esclaves situé sur la colline. Les nuées de la jungle, donc qui sera le principal redirecteur de l'armée adverse. Derrière tout ça, on a un Bastilladon. Juste devant le pack de Saurus qui contient les 2 Saurus, les vétérans Saurus. Et à sa droite, le Stégadon ancestral. Chez nous, on a décidé donc de se déployer. Donc dans l'idée, on s'est dit toujours d'aller avec ce qui est le moins mobile dans le centre. Donc les ventres durs et les Great Guards.
Malheureusement, j'avais une petite règle qu'on avait un petit peu zappée au moment de la création de liste, c'est que les unités d'infanterie monstrueuses étant limitées à 6, on n'a pas compris que nos persos avaient pas le droit de les rejoindre avant la bataille. Donc j'ai dû déployer mes 2 cogneurs derrière mon unité de ventre dur et rejoindre l'unité au tour 1. Donc ça, c'était pas top top. Il n'y avait pas ce cas-là pour l'unité d'infanterie, donc Tom a mis son niveau 4 de la mort dans le pack Dans les archers dans les directement. archers. Voilà, c'était le chausson qui était prévu pour ce magicien. Et puis mes Ferox, donc j'ai mis les 2 unités de Ferox légèrement sur la droite. Je trouve que les Ferox sont toujours un relativement bon match-up par rapport au Skaven, parce qu'un Ferox c'est 7 attaques par modèle, plus un piétinement, plus un des 3 touches d'impact. Donc il y a très facilement moyen de prendre un pack d'esclaves relativement vite. Et je me suis dit aussi que si j'arrive à charger cette abomination, il y a moyen que j'arrive à la gérer. Donc j'ai quand même des touches d'impact, elle a rendu 5. C'est possible que je puisse gérer cet abo comme ça. Donc les Wild Riders au déploiement, la base était placée juste devant mes Ferox à droite. On s'est dit que ce serait bien quand même de renforcer sur la fin contre cet abo, d'avoir les Wild Riders en soutien. Parce que Kurnous, c'est vrai que si tu arrives à Et charger puis il y avait l'abo, aussi tu fais le travail. les coureurs d'égout, comme ils ont été posés en Tout fait à fait. avec l'avant-garde, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller fermer ce trou-là. Voilà, Puis sur la gauche, de les faire partir directement, vu que dans leur déploiement, on voit bien qu'ils couvrent absolument pas leur flanc droite. tout à fait. Ce qui peut donner un avantage dès le début, quoi. C'est pour ça que dans les mouvements d'avant-garde, tu as décidé de bouger tes Wild Riders de droite pour couvrir les coureurs d'égout. Voilà. Et puis à gauche de foncer pour arriver le plus vite On sait possible le sur plus le vite flanc. possible derrière eux Ouais. ou sur leur flanc, voilà. Tout en sachant que s'il avance très vite sur le côté gauche, tôt ou tard, on va arriver de face avec les Ferox et les ventres durs, et le pack de Saurus va devoir se décider, est-ce qu'il se tourne ou pas, quoi. Donc pour eux, ça allait poser un dilemme assez compliqué. Voilà pour le déploiement et les avant-gardes. On a gagné le jet de dés, donc le tour 1, c'est nous qui commençons, ce qui nous arrange bien, parce que ça va tout de suite pouvoir permettre de profiter de notre mobilité. Donc qu'est-ce qui se passe de mon côté? Je déplace tout de suite mes 2 cogneurs à l'intérieur du pack de ventre dur et j'avance le plus possible, donc de 6 pouces. Mes 2 unités de Ferox, prends grand soin à pas me mettre trop proche de cette abomination, donc je mesure jusqu'où il peut aller avec ces 3d6 de mouvement, 6 x 3, 18 pouces maximum, donc j'avance un peu mes unités de Ferox, mais je reste hors portée de labo, j'ai vraiment pas envie qu'il m'impacte, je sais qu'il a des touches d'impact, donc ça peut être pénible. Je commence aussi à avancer mes crocs de sabre, donc je les déplace toujours en fond de table par principe, parce que je suis sûr d'être en portée de tir, donc je vais pas les perdre trop tôt. C'est commandement 4, ça peut paniquer très vite. Donc là, le but, on sait qu'on aura besoin de redirection, donc je les mets tout de suite au niveau de notre ligne de bataille et j'avance avec mes 3 crocs de sabre. Voilà, donc pour ma part, sur le flanc droite, on décide d'annoncer directement la couleur par rapport au coureur d'égout. On amène les cornous pour qu'ils évitent de nous tourner autour. Je me dis, voilà, au pire, j'en perds 1, 2 au tir. Ça me permet de faire rentrer ces cornous dans le jeu puis de mettre la pression directement. Sur le flanc gauche, avec le mouvement des cornous, j'arrive directement sur le flanc du Saurus du Stegad ancestral. Et le PGB se décale aussi sur la gauche pour pouvoir fermer un petit peu faire un petit peu le marteau avec les cornous par rapport à l'enclume de ventre dur qui avance gentiment. Les archers et la sorcière rentrent paisiblement dans leur forêt, profiter des bonus et se mettent pas à portée de charge. Tout à fait. En phase de magie, donc c'est toi qui t'en charge, t'avais Voilà. 5 dés. 5 dés contre 2, donc une phase petite mais confortable quand même. Là, malheureusement, on n'a pas de personnage réellement à portée intéressant. Donc on décide de lancer un buveur sur le Stegadon. Ça passe et il fait 3 points de vie au Steg, donc ça commence plutôt C'est pas excellent, mal. ouais, c'est super. Deuxième sort qui est dissipé, c'était un Fatalitas sur les Saurus. Tout à fait. Et au tir, Et ben au tir, les archers empoisonnés Tiflis, t'as Sylvain, commencé voilà, ils sont dignes de leur légende, ils font encore 3 PV au Stegadon, tour 1, ça fait une des premières grosses menaces qui disparaît, qui on est est content. éliminé. Voilà. Comme on a l'habitude de dire, un tour correct. Un tour correct. Ok, petite photo des mouvements durant le tour. Donc là, vous voyez très bien mes 5 Ferox alignés à portée relativement confortable de cette abomination. Et sur le côté gauche, donc les crocs de sable déjà un petit peu avancés, le pack des archers Sylvain qui a fait un très bon boulot, et surtout les Kurnous très très bien placés, surtout que maintenant que ce Stegadon est mort, t'as vraiment le champ libre quoi. Voilà, il y a une porte ouverte sur Il y a l'armée. une super porte ouverte, ouais. Et ils vont devoir faire des choix. Est-ce qu'ils réorientent leur pack de Saurus, qu'ils prennent le risque d'offrir leur flanc au ventre dur? Il y a vraiment des choix difficiles pour eux. Il y a aussi ta GB qui peut leur poser C'est problème. ça, c'est ça. Donc là, ça va être très compliqué pour eux. On passe tout de suite à leur tour 1. Donc qu'est-ce qu'ils font? Là, ils voient qu'ils perdent des points, donc ils se disent, va falloir qu'on réagisse quoi. Parce que c'est nous qui avons l'avantage. Tom a du très bon tir, t'as l'avantage magique aussi, donc ça va être compliqué pour eux. Donc là, on voit qu'ils avancent fort, qu'ils reculent leurs coureurs. Pour moi, ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait prévu, vu qu'avec un mouvement de 9, les charges sont possibles Tout loin. à fait. Mais surtout, il y a un gros mouvement en haut qu'on voit peut-être pas très bien dans l'animation. C'est que le Bastiladon, il est laissé de flanc par rapport au Cornus.
et dans le dos des Saurus. Voilà, on verrait plus tard que c'est une grosse importance. Ouais, tout à fait. On va signifier aussi que Labo roule très fort et que là notre adversaire a un peu emprunté parce que il l'oriente vers les Ferox. Son but c'était de rester par rapport à sa ligne de bataille, donc il a lancé tout au début de ses mouvements vu que c'est un mouvement aléatoire et il vient se planter juste devant les deux unités de Ferox. Donc là ils ont été obligés après de forcer un petit peu avec les esclaves, les vermines de suivre cette avancée de Labo pour pas la laisser toute seule au milieu de nos lignes en fait. Donc on passe en phase de magie, ils ont 4 dés et nous aussi, ça tombe bien. Donc il lance d'abord une petite malfoudre, donc un D6 touche plus 2 de force 5, et ils font 2 PV sur mes 3 Ferox. Donc là on s'est dit qu'on pouvait laisser passer, un D6 touche plus 2, force 5, il va me blesser sur 3 plus, et j'ai quand même une 4 plus de save derrière, malheureusement il roule assez bien. Aussi, on le laisse passer parce qu'à la base il nous a pas dit qu'il avait l'objet qui faisait plus de touches. Ouais. Donc on avait dit qu'un D6 ouais, c'était un risque négligeable, tandis que quand on apprend que c'est un D6 plus 2, on s'attendait quand même pas à perdre 2 PV sur les Ferox, quoi. Et sauf erreur, c'était pas une information cachée, en fait, c'est que on jouait en liste fermée. Donc on ne savait pas à ce moment-là qu'il l'avait. Et du coup, on s'est dit que on allait. Ouais, c'était pas un problème parce qu'un des 6 touches, ça allait pas faire grand chose. Quand ils nous ont annoncé qu'il y avait le plus 2, c'est vrai que ça complique un peu l'affaire. Donc ils font déjà 2 PV sur les Ferox, l'unité de 3 Ferox. La machine solaire, il la lance et ça, tout de suite, on décide d'utiliser notre PAM. Donc je crois qu'ils avaient roulé très très haut. Puis ils avaient roulé sur le PGB surtout. Exactement, voilà, ils avaient roulé sur ton PGB. On sait que c'est quelque chose de vraiment très aléatoire, donc c'était vraiment pas le moment de prendre des risques. On sait que derrière, on va avoir l'avantage. C'est pas le moment qu'on perde une grande bannière qui vaut quand même pas mal de points. Donc là, on utilise tout de suite le PAM. On prend pas de risque là-dessus. C'est toujours des décisions qu'on regrette par après. Si on se dit, ouais, non, j'ai 4 dés finalement, je lance ça. C'est ça. Et au final, c'est moins drôle. Donc là, tout de suite, on utilise le PAM. Comme ça, c'est fait. Tecurnus, ils prennent 4 blessures, mais un seul mort sur les tirs des grosses sauvegardes. Grosse sauvegarde. Mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien que tu sauves Tecurnus, parce que c'est vrai que tu vas encore devoir te prendre un tir de contre-charge. Donc il faut que tu sois capable d'arriver à ta cible. C'est ça. L'avantage c'est que tu es frénétique, donc tu vas pas paniquer. Ça c'est déjà quelque chose qui est bien. C'est une sécurité en plus. C'est une sécurité en plus. Puis bon, ils sont que 5, un Cornus c'est 5 attaques, donc il y a de la marge. Tout à fait. On passe aux photos du tour. Alors, vous voyez ici Labo, donc elle a quelques pouces des unités de Ferox, juste à côté les esclaves. Tout à droite, vous devinez l'unité de coureur d'égout. Et sur la gauche, vous voyez aussi le pack de Saurus qui est très avancé. Et une deuxième photo, donc du centre, le pack de Saurus. Vous devinez aussi tout en bas mon étendard. Donc, ils sont vraiment pas très loin de nous. Et juste derrière, comme a souligné Samo, il y a le Bastiadon. Donc les Kurnous sont plus très loin et ce Bastiadon resté de flanc va très certainement passer un sale quart d'heure. Voilà, c'est une grosse porte ouverte quoi. C'est une très grosse porte ouverte. Les 25 attaques force 5 perforants des Kurnous, je crois qu'ils vont pas se faire prier. On va tout de suite voir ça au tour 2. Donc notre tour 2, déclaration des charges. Alors, d'abord il y a les doubles charges de tes Kurnous. Voilà, donc en optimisant par rapport aux règles normales, on voit qu'ils arrivent à allègrement charger le Bastiladon et surtout garder la possibilité d'irrer dans le dos des Saurus. Donc là, on sait d'avance que s'il passe le Bastiladon, c'est pas une unité que je connais par cœur, donc je me rends pas bien compte. Mais s'il passe le Bastiladon, les Saurus ils risquent bien de voler en un tour, ce qui est pas mal. Tout à fait. J'envoie aussi mon PGB dans le flanc pour donner un support supplémentaire. C'est aussi un personnage capable d'encaisser un duel avec un des personnages Homme Lézard, donc c'était un plus. Et contre aucune attente, les Cornus à droite chargent aussi les Cornus. Voilà, exactement. Et là, ce qui était intéressant de dire, c'est que aussi mes ventres durs, j'ai chargé donc dans la phase des Saurus en combinant avec ta GB. Le truc, c'est que j'étais un petit peu à mi-distance, sauf que c'était une charge à 7 ou 8. Donc là, on s'est dit, à 8, on s'est dit que si on l'a raté, ta GB était seule, entre guillemets, parce que c'est nous qui résolvons les charges dans l'ordre qu'on voulait. Donc il y a quand même ces Kurnous qui vont arriver de dos. Donc en principe, tu devrais tenir, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que de réussir cette combo de charge, là, ça va faire très très mal pour eux, quoi. Parce que les Kurnous qui vont arriver dans le dos, ça va faire beaucoup de résultats. Et enfin, l'abomination, on dit que c'est le moment ou jamais. Je suis pas très loin, j'ai quand même 5 Ferox à porter. C'est 3d3 touche force 5, plus 7 attaques par modèle, comme je l'ai dit. Donc c'était le moment de charger. Je double charge avec les Ferox 1 et les Ferox 2 dans cette abomination. Et surtout, je viens placer mes 2 crocs de sable en face des vermines de choc. Donc, j'ai pas du tout envie que les vermines de choc viennent contrecharger dans mes Ferox. Parce que, ni encore pire, je veux dire, dans les ventres durs. Parce que les vermines de choc, c'est quand même force 4. Ça peut toujours faire assez mal. Surtout s'il arrive dans le flanc, il y a du résultat. Il a une grande bannière, il a des rangs. Il va être indomptable. Il va pouvoir, moi aussi, m'enlever mon éventuelle indomptabilité sur le pack de ventre dur. Donc là, on se met en double redirection. L'idée, c'est que s'il charge, je fais une double fuite. Et du coup, il fait charge ratée, il avance de quelques pouces.
Donc déjà, on voit dès le tour 2 que ces petits crocs de sabre, ils ont une très très grosse importance. Tout à fait. Finalement, sur la plupart des games de ce tournoi, ils vont nous sauver la mise Exactement. en mettant en déroute l'armée adverse, quoi. C'est ça. En fait, on a vraiment la main mise sur qui décide des charges C'est et ça. quand. C'est ça. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà pour donc ça c'était la phase de mouvement. Donc petite photo des différents mouvements. Donc vous voyez sur la droite cette magnifique abomination qui se fait charger par 5 Ferox bien énervés, la double redirection de nos chers crocs de sabre et surtout la combo charge sur les Saurus avec l'AGB sur aigle, les ventres durs de face et surtout dans le fond Les Tecurnus. Voilà. Sur le Bastiladon, Tout à fait. prêt à agir. Exactement. Les Curnus sont chauds. Alors, on passe tout de suite à la phase de magie. Donc ici, on n'a rien de notable, on passe rien du tout, sauf erreur, on a essayé de viser le technomage, mais je crois qu'on n'a pas fait grand chose, en tout cas rien de notable à signaler à ce tour-là. Donc on passe au corps à corps. Alors, les corps à corps, tout à droite, Donc tout tout à d'abord. droite, il y a les Cornus qui ont chargé les coureurs d'égout. Bonne phase de contre-charge pour les coureurs d'égout qui en tuent 2. Donc ils arrivent à 2 dans les coureurs d'égout. Sans surprise, les 5 s'envolent. Avec la frénésie, je suis obligé d'y je passe derrière les lignes et je vais un petit peu plus loin. Ensuite, il y a les Ferox. Il y a les Ferox contre cette abomination, ben je pensais être très bien engagé. En fait, je vais pas lui faire grand chose, je crois que je lui fais 1 ou 2 PV, mais vraiment rien du tout. Et surtout, lui en retour roule très bien, donc là il me rentre les 3d6 touches de force 6. C'est ça, c'est ça. Les fameuses, sur mon pack, l'unité de 3. Il me reste un seul Ferox à 1 PV, donc j'avais déjà perdu 2 PV pour rappel, mais il m'enlève beaucoup de PV, du coup c'est moi qui teste. Et heureusement pour moi, j'ai réussi au moins mon test avec celui qui était tout seul. Parce qu'il était juste à portée de ma grande bannière, j'étais juste au 12. Donc j'ai pu au moins relancer. Par contre, l'unité de 2, elle fuit. Elle est intacte, mais elle fuit. Donc ça, c'est pas une très bonne affaire. Donc il me reste la grande bannière toute seule qui est morte. Donc là, Labo a gagné un duel très intéressant. Après, il y a le cac tout au fond, Tecurnus sur le Bastiadon. Voilà, donc là, ça se passe un petit peu mieux, quoi. Donc DD, je dois dire, assez ignoble. Je crois que sur les 25 attaques, j'en passe 22 et il y en a genre 15 qui blessent. Donc le Bastiladon, il s'envole, il n'y a aucune question à se poser. L'Iré réussit facilement aussi dans le dos des Saurus. Ouais. J'ai oublié de le signaler, en fait, en la phase de magie, on avait passé un petit Fatalita sur ces Saurus. On Juste. s'est dit pour assurer le C'est coup, juste. mais voilà, au final, ça n'a aucune importance parce qu'ils sont à double 1. Voilà. Donc ils sont à double 1. Donc au final, pour ce qui est des elfes sylvains, les Cornus arrivent dans le dos des Saurus, ils refont à peu près le même massacre, je crois que j'en tue 12 ou 13. Le PGB sur Grand Egg prend en défi le héros de l'homme lézard. On se tue pas mutuellement, mais ça se passe très bien dans les deux cas. Voilà. Tout à fait. Et ce qu'a signalé, ben là après on devait réfléchir. On a 2 unités elfes sylvaines et ainsi que mon pack de ventre dur qui sont engagés. Donc le CAC est fini, comment est-ce qu'on se reforme? Qu'est-ce qui poursuit? Parce qu'il fallait qu'on prenne quand même les points de ces Saurus. C'est un gros paquet de points. Donc là, fallait qu'on les prenne. Donc on se dit, bon, de toute façon, les Curnus sont obligés de poursuivre sans frénétique. C'est ça. Et puis on va aussi avec ta GB pour assurer le coup parce que la GB est rapide. Donc là, ça valait la peine de poursuivre. Hein. Aussi, petit point, parce que vous pourriez vous poser la question. Donc la GB sur Grand Egg dans la forêt risque rien, étant donné que les aigles, elfes sylvains ont aussi l'arrêt guide des forêts. Ce qui fait que j'ai pas de test de terrain dangereux quand je me pose. Tout à fait, une règle très sympa. Et puis mes ventres durs, je décide de me reformer. Pourquoi? Parce que ben, je vois qu'il y a pas mal de packs à prendre côté Skaven et que partir en poursuite dans cette forêt, d'offrir mon flanc, c'était pas génial. Donc autant me reformer, être de face par rapport aux menaces importantes côté Skaven et rester dans le game. Sachant que toi, ben, t'as pas mal de mobilité, donc tes 2 trucs qu'on fait désirer, c'est pas forcément un problème Non, pour c'est l'instant. pas un problème, tout à fait. Voilà. On va passer une petite photo de fin de tour. Donc là, vous voyez très bien le déplacement, les poursuites donc de ton mec sur Grand Aigle et des 3 Curnus qui restent. Ils en a quand même tué 2, donc il me reste 3 Curnus dans le pack. Ouais. Mais bon, ça, ils ont fait leur boulot. Quoi, Ils ont sans fait leur problème. boulot, tout à fait. Très bon travail des Curnus. On passe tout de suite au tour 2 des Skaven et Homme Lézard. Alors là, ben, nos adversaires se disent faut qu'on tente des charges parce que ben, ils ont plus grand chose sur la table. Le joueur Homme Lézard, ben, c'est vite vu, il reste juste ses nuées à C'est déplacer, ça. donc il se Pour dit deux, j'ai il a quand même plus envie de de faire nuées. une charge. Donc ils partent en charge combinée avec les nuées plus les esclaves sur mes ventres durs. Bon là, je suis pas vraiment inquiet sur ce corps à corps. Je sais que je suis nettement gagnant, j'ai beaucoup d'attaques, une bonne endurance, j'ai de la résolution passive aussi. Donc là, ça devrait vraiment pas poser de problème. Et il lance la charge avec les vermines de choc sur mes crocs de sable. Donc il lance la première, je fuis. Il lance pour rediriger. Il est obligé de charger le deuxième croc parce qu'il n'a pas moyen d'impacter autre chose en faisant des roues. Donc il charge le deuxième croc, je fuis aussi. Charge ratée. Du coup, petite poursuite, charge ratée. Par contre, on joue un tout petit peu de malchance dans cette phase de charge tour 2, c'est que Tout à fait. du coup, le premier croc qui a fui permet une charge à la deuxième unité d'esclaves.
Le croc continue à fuir, il réussit son test, il redirige dans mes cornous et il y a un gros pack d'esclaves qui tombe sur 3 pauvres cornous de flanc. Exactement. On s'y attendait pas vraiment. Ouais. Non, là, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, donc là, les Kurnous sont mal embarqués. Voilà. Donc on passe ensuite à la phase de magie. Alors cette fois, il nous lance 6 touches de force 5 sur ta grande bannière. On se dit qu'on doit laisser passer parce qu'on avait plus peur du reste. Prendre une frénésie mortelle à ce moment-là, que ça soit sur les esclaves 1 ou les esclaves 2, c'était pas le bon moment. ça aurait sonné notre perte. Donc c'était vraiment pas le bon moment de prendre ça. Donc on se dit, on laisse passer ça. Ta GB doit être capable quand même de l'encaisser. On a le bouclier ensorcelé qui fait tomber une touche. Et après, t'as quand même 3 plus, 4 plus 1 vue. Tu devrais tenir quoi, y a pas de problème. Et au final, je crois qu'ils font 1 PV. Et ils font 2 PV. Non, 1 PV. 1 PV sur ton. 1 PV sur le PGB. Ouais. 1 PV sur ton PGB. Donc rien de grave. Et derrière, il nous lance la frénésie mortelle. Je sais plus sur lequel les deux packs d'esclaves c'était, je pense sur l'esclave. Sur les Kurnous, donc le pack d'esclaves 2. Ils font 13 et on fait 13 en dissipe. Donc on dissipe tout juste. Là, on fait un gros. Parce que c'est vrai que ces Kurnous ont une minime chance de tenir ce corps à corps. Parce qu'il y a quand même la GB à portée et ton général. Ils ont encore moins de chance si une frénésie mortelle passe. Quoi. On est d'accord. Des esclaves à une attaque ou des esclaves à 3 attaques, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, photo de fin de tour, eh ben, malheureusement, tes Kurnous, ils ont pas tenu. Ils y passent. Je crois que tu meurs tout court sur place. Oui, hein. Ouais, il t'en restait 3. Il a très bon dé, je rate toutes les sauvegardes, enfin voilà. Heureusement pour nous, il y a un chien qui était en iré, ça évite au pack de tomber dans mes archers, parce que ça aurait pu vraiment être moche. Exactement, donc là, il y a l'iré sur le chien, donc au moins, ce chat va permettre de bloquer temporairement ce gros pack d'esclaves qui aurait pu être pénible pour nous. Et mes ventres durs, ils se font pas prier, ils explosent, les nuées, les esclaves, donc là ça explose sur place parce que pour rappel les esclaves, une fois que ça perd à la résolution ça ne fuit pas mais ça explose. Et les nuées c'est instable donc ça dépop. Donc là il n'y a plus rien qui reste, je me reforme légèrement avec mon pack de ventre dur histoire de me lécher le choix des cibles. On ne sait pas encore à ce moment là si je vais venir sur les esclaves ou sur les vermines de choc, on hésite un petit peu parce que... ça serait très tentant d'aller sur ces vermines de choc et de prendre le jackpot. En même temps, on se dit que si on prend pas ces esclaves, là, ils vont tuer le chat au prochain tour. Et puis, ils vont pouvoir menacer tes archers en tout cas, parce qu'ils vont pouvoir se reformer et être proches de tes archers. Et c'est quand même énormément de points qui sont dans ce pack d'archers. C'est ça, entre la sorcière et les archers, il y a passé 500 points. Sur une liste à 1000 points, c'est trop, quoi. Tout à fait, c'est beaucoup trop. Donc, corps à corps, en bas, l'abomination termine ce pauvre Ferox et se reforme. Donc là, c'est compliqué, c'est clair que le Ferox reste à un PV. Je crois qu'il me fait l'histoire du test d'init et après, je prends encore des touches de force 6. Enfin bref, j'explose tout de suite, quoi. Voilà ce qu'il en est. Photo de ce qui se passe. Donc là, vous voyez très bien l'irrésistible de ces esclaves sur le flanc du croc de sabre. Et juste derrière le PGB qui est bien content que ce croc de sable lui sauve les miches pour l'instant. C'est ça. Parce que mine de rien, t'as pas des masses d'attaques quoi. Non, voilà, j'ai 3 attaques, 2 attaques avec l'aigle. Ça fait 5 attaques, lui il a la charge, 3 rangs. C'est tout de suite compliqué quoi. Ouais, je suis une brêle en test de commandement, donc j'aime pas ça. Voilà. On passe tout de suite à notre tour 3. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On joue la carte de la sécurité, on voit qu'on a beaucoup de points, on a de la marge. Donc on se dit, on va pas bousiller notre tournoi tout de suite. C'est ça. Et on lance la charge avec mes ventres durs dans le flanc de ces esclaves. Donc là, ça devrait terminer l'histoire pour ces pauvres esclaves. Et histoire de te faire plaisir avec ta grande bannière, tu viens en charge combinée. C'est ça. Tant qu'à faire, autant bien y aller. Voilà, c'est gratuit, il faut se faire plaisir. Donc là, on charge combiné sur les esclaves, donc parfait, ça devrait suffire amplement, hein, c'est pas le souci. Et une fois que ça explose, mes ventres durs vont se reformer de manière à faire face aux vermines de choc et à l'abomination. Après, lui, il aura la tentation de savoir qu'est-ce qu'il fait avec son abo, parce que comme vous voyez sur la droite, je me suis rallié avec mes Ferox. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des mouvements des archers, donc les archers ont plus de cibles valables. L'abomination, il y avait des couverts lourds, j'arrivais même pas à faire les emplois. C'est vrai. Donc je pars en marche forcée dans les autres forêts pour pouvoir lancer des buveurs éventuellement dans les persos Skaven, dans les vermines de choc. Tout à fait. Et puis tes Kurnous, on voit pas à l'image, mais en fait les vermines de choc ont une arme un équipage. Un équipage, exactement. Voilà. Ouais. Ils ont un lance-feu ou quelque chose comme ça. Ils ont un lance-flamme en équipage, ils ont déjà essayé de me tirer une fois dessus le tour d'avant, ils ont rien fait heureusement. Du coup, je fais un petit coup pas très sympathique. Un coup mesquin. Je viens me mettre de flanc à un pouce sur l'équipage. Du coup, il peut même plus pivoter, il peut plus me tirer dessus. Voilà, c'est ça. Et ça met mes 2 Kurnous safe pour la fin de la partie. Exactement, parce que
quand même, l'unité de Kurnous coûte 150 points, donc on n'a pas envie de les perdre C'est ça. sur un bet de tir. C'est le moment d'assurer les points. On a déjà perdu la deuxième unité de Kurnous, donc là on veut quand même essayer de faire du score. Et on se rend compte que la montre avance très très vite et l'organe nous dit qu'il faut presser. Donc là On sait que c'est notre joue dernier safe. tour, On quoi. sait que c'est notre dernier tour. On joue la carte de la sécurité sur ce coup-là. On met les Kurnous à côté. C'est pas un move très joli, mais c'est comme ça. Et sans surprise, mes deux crocs de sabre, ben, 4 de commandement, ça se réussit pas. Donc je fuis, continue ma fuite avec mes deux crocs de sabre. Alors, photo des charges. Donc, ici, vous voyez la charge combinée sur ces esclaves, les ventres durs dans le flanc, l'AGB de face et toujours le croc de sabre qui n'a pas encore attaqué, qui sera engagé dans le flanc. Lui aussi va se faire plaisir parce que c'est quand même 3 attaques force Voilà. 4 CC4 Finalement, il est sur meilleur que des mon mec. esclaves. Exactement, il est capable de faire quelque chose. La photo de fin de tour, ben, qu'est-ce qui se passe? Sans surprise, les esclaves se font vaporiser. Ils explosent sur place. On reforme les ventres durs de manière à faire face aux vermines de choc. Et ben, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Bah, finalement, il y a juste la magie qu'on a. La magie, Pas voilà, il y a détaillé. encore quelque Il se chose. passe un petit truc, c'est que j'arrive à faire finalement ce fameux buveur. Et voilà, un autre tour 3, on arrive à faire sauter le général Scaven sur Tout à un fait. buveur en irrésistible, ce qui me fait perdre 3 archers, perte négligeable par rapport au score obtenu, quoi, c'est logique. Tout à fait, c'est clair. La prise du général Scaven au dernier tour, ça passe vraiment bien pour nous. Donc voilà un petit peu la situation à la fin du tour 3. On passe pour terminer à leur tour 3 à eux. Donc excusez-moi, il y a encore une photo. Donc là vous voyez que mes ventres durs font vraiment face à cette unité de vermine de choc. Je suis droit en face d'eux. Donc s'il veut venir en charge combinée, il peut venir. Mais autant eux que nous, on a l'impression que c'est un peu du 50-50 quoi. C'est S'ils ça. viennent dedans, c'est un peu qui tout double. Ils ont moyen peut-être de nous menacer ces ventres durs, mais j'ai quand même beaucoup d'attaques. Je peux faire fait de place avec mes deux personnages. Et Labo va quand même se prendre des bonnes touches de force 6. S'il vient dans le flanc, je peux mettre quand même 9 attaques dessus. Donc ça va pas être drôle pour eux. Et puis les vermines de choc, ok, ça tape la force 4, mais j'ai quand même beaucoup d'attaques aussi. Je vais pouvoir tuer la grande bannière. Donc c'est pas mal de points en jeu pour eux. Donc voilà, ils sont un petit peu en train d'hésiter là-dessus. On doit aussi admettre que le fait que ce soit le dernier tour joue pour nous, Tout à fait. dans le sens où s'il y avait eu peut-être un deuxième tour, ils auraient quand même pris le risque de nous engluer, de prendre ces points. Exactement, exactement. Donc leur dernier tour à eux. Alors ils jouent l'option simple. L'abomination va dans les deux Ferox. Et les vermines de choc restent où elles sont. Donc il se passe rien de spécial. En phase de magie, ben, ils ont plus de phase de magie parce que t'as Voilà. pris ce technomage. Exact. Donc il est plus là, il n'y a plus de magie. Il n'y a pas de tir non plus parce que ben, t'as très bien bloqué avec tes Kurnous le lance-feu. Et au corps à corps, eh ben, sans grande surprise, l'abomination va dévorer ses pauvres Ferox. Donc là, c'est clair que c'est pas une bonne situation où se trouver quand on est deux Ferox, se faire charger par labo qui fait, pour rappel, des touches d'impact aussi. Un des 6 touches de force 6 à l'impact. Et derrière, je sais plus ce qui m'a rentré, mais c'était sûrement au niveau des 3d6 ou quelque chose comme ça. C'était au niveau de quelque chose de très moche. Enfin, j'ai Voilà. pas l'impression que cet abo ait des attaques qui valent pas la peine. Quoi. Non. Et pour souvenir, j'ai même pas fui, je crois qu'il m'a explosé sur place, C'est et c'est ça. terminé quoi. C'est ça. Donc voilà, Labo a fait un joli taf. Ok, on termine la partie là-dessus, on va voir le résultat des courses. Donc, point de victoire de nos adversaires tout d'abord. Ils prennent l'unité de Ferox, donc les deux derniers Ferox qui sont morts à la fin, 150 points. Mon unité de 3 Ferox, 230 points plus 25 pour l'étendard. Une unité de Tekurnus à 150 Exact. et un croc de sabre ennemi. Donc il y en a un qui était encore en fuite, le dernier avait gagné son cac contre les esclaves et l'autre était sorti de table. Ça fait 597 points pour nos adversaires. De notre côté, on prend toute l'armée homme lézard, plus le général, donc c'est clair que l'homme lézard, il avait plus grand chose à jouer quoi. Non, à Il n'y avait partir plus du que ça tour nuée 2, autour d'eux. Il Donc buvait voilà. son coca, quoi. Exactement. Le général HL qui fait 100 points, le général Scaven sur ton buveur d'esprit à 100 points, un étendard en plus chez les hommes lézards, c'était Sudesaurus. Les deux packs d'esclaves à 120 points, les coureurs à 108 et le technomage à 135 points. Ça nous fait un joli total de 1586 points. C'est ça. Ce qui nous fait une différence de 989 points et qui correspond à un score de 16 à 4. Donc là, on est assez content de ce résultat. Parce que c'était un game quand même assez court, donc fallait faire des points C'était vite. court, c'est clair que le tour 1 et le tour 2, il n'y a rien qui rate pour nous. À part le côté Ferox sur l'abomination, il y a tout qui passe. Ouais. Un tour 4, ça aurait pu être qui tout double. Si les ventres durs tenaient un tour au cac, c'était bon. Mes deux cornous pouvaient venir de dos à la fin. Mais on est, je pense, quand même content que ça s'arrête là et Tout ça à se fait. passe bien. Quoi. Ouais, je pense que là, on a quand même tiré le maximum de ces 3 tours. C'est ça. On fait beaucoup de points en peu de temps, donc c'est pas mal. Après, c'était vraiment la question de cette combo charge sur mes ventres durs. Est-ce que j'arrive à tenir ou pas? J'ai l'impression que c'est 50-50. Vraiment, c'est à voir quoi. Analyse d'après-match. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, tout d'abord, ce qui a bien marché de notre côté. Tes Wild Riders sur le flanc gauche, ils s'en C'est fait ça. plaisir. Donc, de manière générale, notre idée de liste, comme il l'a dit au début, ou on l'a dit dans la petite vidéo d'avant tournoi,
Le but c'était d'aller très vite sur les flancs avec les Cornus qui pouvaient appuyer sur les ogres ou sur les Ferox. De se rendre compte que ça fonctionne, que même par 5 les gens les ignorent parce que les menaces ogres font beaucoup plus peur, bah, c'était encourageant pour la suite du tournoi, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier point qui a bien marché. Deuxièmement, la préparation du corps à corps contre les Saurus. Donc c'est clair qu'on a le fait d'être avantagé en direction, d'arriver avec des menaces dans tous les sens. On a vraiment eu cet avantage et on a pu faire une triple charge sur ces Saurus. Donc là, ils ont volé en éclats tout de suite. Kurnus dans le dos, ventre dur de face, l'AGB dans le flanc. Là, c'était vraiment la situation idéale pour nous. Et la redirection, on l'a vu sur les vermines de choc, ça nous permet justement de charger un petit peu, entre guillemets, les yeux fermés, avec à la fois mes Ferox sur le côté droit sur labo, et puis les ventres durs sur la gauche, parce que du coup, en redirigeant, on se protège de la contre-charge du pack qui fait entre guillemets peur chez eux. Ça nous donne l'avantage de faire les choses quand on veut et comme on veut. Tout à fait. Nos erreurs sur la game. Alors, il y a eu surtout, c'était la gestion de cette abomination. Donc là, on a été un petit peu optimiste. À la base, au déploiement, on n'avait pas tout fou parce qu'on s'était dit, on remet ces Kurnus sur la droite. Comme ça va être un support en plus contre cet abo. Puis après, on a changé un peu nos plans quand on a vu les coureurs. C'est-à-dire que l'abo, elle a avancé très vite de l'autre côté de l'infranc qu'on voit sur cette photo d'ailleurs. Donc les Kurnus, ils étaient à la droite de cette tour. Ouais. Donc au final, c'était plus possible pour moi d'aller aider, quoi. Tout à fait. Donc puis j'étais assez optimiste, je me suis dit qu'avec mes Ferox ça devait passer, je connaissais pas du tout le tableau de l'abomination, j'avais déjà joué une fois ou l'autre contre, mais j'avais plus en tête qu'il pouvait me faire 3d6 touches de force 6. Donc final, là c'était pas drôle. Par rapport à ça, ce qu'on aurait pu faire de différence, c'est de temporiser un peu les Ferox, de reformer mes archers et d'essayer de la prendre au tir autour d'eux à la place de partir droit devant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, elle n'était pas, en avançant si vite, elle n'a jamais été en fait à portée de buveur d'esprit, quoi. Non, parce que les archers étaient orientés pour tirer au fond, donc du coup, on n'a jamais pu vraiment profiter non plus du buveur sur cette abomination. Ok, et on va analyser aussi chez nos adversaires qu'est-ce qu'ils ont fait de faux, parce que je pense qu'il y a eu quelques moves qui nous ont offert vraiment des cadeaux. On va le dire franchement, c'était quelques cadeaux. Déjà, un manque de direction dans la liste. Donc il y a juste, entre guillemets, ces nuées d'esprit, les nuées, pardon, d'animaux venimeux, là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, des nuées de serpents ou quelque chose comme ça, qui étaient capables de faire de la redirection, mais ils les ont pas bougé assez vite vers l'avant. Ils ont toujours laissé leurs nuées en arrière, ils les ont pas utilisées pour donner des couverts, ils les ont pas utilisées pour nous diriger. Voilà. On n'a pas vraiment compris ce qu'ils faisaient dans la liste, quoi. Exactement. Donc là, il y a un problème. Ils ont mal placé aussi sur la droite. Les coureurs auraient pu avoir aussi une meilleure utilité, j'ai l'impression. Ouais. C'était pas forcément le bon endroit où les mettre, quoi. Mais je pense qu'on a aussi bien déployé qu'ils n'avaient pas beaucoup d'opportunités de bien les placer. Petit rappel sur la première photo, on ferme tout le coin gauche de la table avec mes Cornus. Donc du coup, ils peuvent pas nous prendre par derrière non plus par la gauche. Ils avaient peu d'options quand même. Ouais, on savait qu'ils avaient quand même des éclaireurs. Donc on a pu aussi prévoir qu'ils puissent pas se déployer où on voulait pas. Prochain point, surtout nous offrir le pack de Saurus, quoi. Là, ils ont avancé totalement à l'aveuglette. Ils mesurent rien du tout. Ils prennent le pack, ils avancent. Donc là, on est à portée de charge moyenne. Avec mes ventres durs, j'étais qu'à 12 pouces de ces pauvres Saurus. Ta GB était aussi idéalement placée. C'était une charge à 8, je crois. Ouais, c'était une charge à 8. Et puis surtout, l'orientation du Bastiladon, comme tu l'as déjà souligné. Bastiladon, qui est une arme de tir en soi monstrueuse pour des Cornus. Avec la force des attaques, j'ai plus d'armure, j'ai plus rien. Ouais. Qui se tourne de manière à ce qu'il puisse même pas me tirer dessus. Ouais. C'était vraiment, je pense, la plus grosse extrêmement surprenant. Et de plus, ça permet en plus de faire lirer dans le pack de Saurus, j'ai envie de dire, on en demandait pas tant, quoi. Ok, ensuite, bien sûr, ça va dans le même ordre d'idée, ignorer ces 5 rois hydradeurs de gauche, donc ils sont même pas orientés de manière à les gérer, au moins avec le Bastiladon, quoi. C'est ça. Au moins l'orienter dans l'autre sens, le reculer un petit peu, préparer quelque chose. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Je me rappelle que l'adversaire suisse-allemand avait dit mais ils sont que 5. Oui, mais ils sont que 5, voilà. Donc c'est vrai que je pense aussi qu'il y avait un manque de connaissance de nos armées qui fait qu'ils ont ignoré ces 5 petits cavaliers, quoi. C'est vrai. Ces 5 gus qui ont quand même 25 points de force 5 perforants, ça fait rire personne. Absolument personne. Alors, on va revenir un petit peu sur nos idées d'avant-match par rapport à la réalité du game. Donc d'abord, l'abo et le stegazon ancestral. Là, on a vu qu'on a très bien géré le steg. Tu l'as couché vite fait, bien fait. Magie et tir, ça a suffi. Mais par contre, à la niche, comme on dit. Par contre, l'abo, ça n'a pas été le même tarif, quoi. Là, elle a absolument dévoré mes deux unités de féroce. Les 500 points qu'ils prennent, ils les prennent avec l'abo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça, quoi. Pour faire court, c'est ça. Et bien préparer le CAC contre les Saurus et le double perso, donc là on l'a bien géré, mais c'est aussi dû, comme on l'a souligné, à leur erreur. Je veux dire, en tournoi, on peut pas se permettre d'avancer sans calculer la portée de charge de nos adversaires. C'est ça. Si vous vous mettez même à une portée de charge qui soit
réussissable sur double 6, double 5, etc., c'est vous qui savez que vous prenez un risque. Vous le faites en connaissance de cause, il ne faut pas se plaindre sur la chance de l'adversaire. Là, ça n'a même pas été le cas parce qu'ils nous mettent à une charge qui est totalement moyenne portée, quoi. C'est ça pour 12 tout le pouces monde. de ventre dur. Rien de difficile. Même l'IRE, c'était une IRE à 5, je Voilà, crois. il y avait rien de compliqué, mais c'est vraiment un risque inutile pour eux de ne pas avoir mesuré ça. Et là, ils auraient dû peut-être jouer moins agressif, un peu s'orienter, essayer de couvrir nos différentes menaces. C'est ça. Donc là, il y a une grosse erreur de ce point de vue-là. Et je pense qu'on a très bien préparé ce CAC, on a tout engagé au bon moment. Donc pour nous, c'était idéal. On s'était dit au début du game, il faut non plus pas se précipiter et faire n'importe quoi. On a l'habitude de jouer assez patient, C'est de ça. bien préparer nos CAC. Surtout qu'on a l'avantage au tir et à la magie. C'est Mais ça. là, on a une opportunité. Finalement, donc, tour 2, il nous ouvre une porte, on serait bête de on va pas pas la se gêner. prendre, quoi. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Ensuite, l'avantage en termes de mouvement, donc on a très bien profité avec les Wild Riders, surtout sur le côté gauche, ils se sont fait plaisir. Finalement, sur le côté droit, les deux petits qui me restent, Ouais. ben, ils bloquent quand même Ils bloquent. un équipement d'armes qui aurait pu faire mal, quoi. Tout à fait, et ils sauvent leurs points, mine de rien, je veux Ouais, dire, c'est c'est ça. 150 points qu'on a envie de garder. Voilà, donc voilà, c'est toujours agréable. Un avantage à la magie et à la redirection, donc la magie, t'en as bien profité. 2 buveurs d'esprit qui font Ouais. mal, le buveur, deux filles COD, qui hein. volent au buveur, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, exactement. Le Steg, ça n'a pas d'invue. Le Technomage, il avait une RM, mais c'est tombé aussi. On a l'avantage au commandement, donc ouais, ça fait très mal pour eux. Puis la redirection, on en a déjà parlé, mais je veux dire, dans des matchs vraiment corps à corps, c'est ce qui fait la différence. C'est ça. Là, au lieu de nous lancer de la malfoudre bêtement sur des Ferox pour faire 1-2 PV qui vont pas faire une diff fondamentale sur le game, mais lance ta malfoudre sur un creux de sabre. T'enlèves un creux de sabre, t'enlèves une menace, t'enlèves une redirection Sans potentielle. parler de tous les tests de panique que ça peut déclencher. Tout à quoi. fait, et surtout que j'ai pas toujours, il me semble, dans mes mouvements de creux de sable, fait hyper gaffe comment je les mettais, c'est-à-dire que si un creux de sable qui crève à 6 pouces d'un autre, l'autre teste à 4, mine de rien. Donc en C'est principe, ça. j'essaie de faire attention à ça, mais ça peut très bien arriver qu'ils puissent me faire tomber 2 directeurs avec une seule malfoudre. Et là, tout de suite, ça simplifie le game, mais c'est vrai que là, je pense aussi, ils payent leur manque d'expérience sur Warhammer, parce que quand on connaît un petit peu plus les games, on sait l'importance qu'a la redirection, et les bons ça. joueurs s'occupent tout de suite de la redirection. On a quand même remarqué rapidement que c'était des gens qui faisaient moins de tournois, mais quand même dire que c'était des personnes très agréables et puis que Tout à fait. ça restait une partie. Bien sûr, quand on gagne, c'est plus facile, mais Ouais. très agréable et sympathique. Tout à fait. En conclusion, tout d'abord, on vous remercie d'avoir écouté ce premier rapport de tournoi. C'est ça. Donc voilà, c'était une première partie pour nous qui s'est bien déroulée, et puis vous allez entendre la suite dans notre prochaine vidéo. On était opposés dans le deuxième fight contre les orques et gobelins et des hauts elfes. C'est Donc ça. à bientôt pour la deuxième vidéo. À bientôt, merci.